Madame le ministre, chère Christine, Madame la secrétaire générale de VIA, chère Catherine, Monsieur le trésorier du parti le moins endetté de France, cher Frédéric, cher Bernard Monod et Joël et cher Monsieur Christophe l'expert, mes amis, avant de commencer mon discours de conclusion, je voudrais que nous puissions tous remercier par des applaudissements nourris notre équipe, Charles-Henri, Anne, Laurine, Maude et François, qui vient de partir, pour l'organisation de cette belle journée. Pendant que Maude est en noir sur fond blanc, regardez-la bien, parce que ça... Voilà. Ces applaudissements s'adressent également, bien sûr, à nos intervenants qui ont animé cette journée. Merci encore de votre présence. 30 ans. Peggy dit à 20 ans, tout commence. Aristote dit qu'à 40 ans, on atteint la sagesse. Mes chers amis, je suis à mi-chemin. Il y a 30 ans, presque jour pour jour, à Saint-Laurent-sur-Sèvre, j'étais le dernier d'une file d'attente qui attendait de pouvoir parler à Christine, qui venait de faire une conférence sur le statut de l'embryon et les lois de bioéthique. Vous connaissez cette histoire, je ne vais pas vous la raconter encore une fois, parce qu'elle est parfaitement claire et connue. La seule chose que je peux vous dire, c'est que pour être sûr de pouvoir bénéficier du temps dont j'aurais besoin, je prenais soin de laisser passer tout le monde devant moi. Parce que je sais d'expérience désormais que quand il y a à la fin d'une réunion publique beaucoup de gens qui veulent vous voir, vous avez tendance à expédier un peu les premiers et puis les derniers, par définition, ont davantage de temps. Et 30 ans plus tard, alors que jamais de ma vie je n'avais envisagé de faire de la politique, me voilà devant vous. Et vous avez bien voulu me renouveler majoritairement. Je suppose que les 13 et quelques personnes, ou 14 ou 28, je ne sais pas combien, qui ont voté blanc à cette élection ne sont pas dans cette salle, donc je vous remercie chaleureusement pour votre confiance indéfectible. C'était donc novembre 1993. À l'époque, le monde était presque radieux. Évidemment, nous venions de perdre un référendum un an plus tôt sur le traité de Maastricht, mais les prévisions des Philippe, je parle de Philippe Séguin et Philippe de Villiers, n'étaient encore que des craintes, certes parfaitement fondées, mais potentiel. Cependant, la Mitterrandie était fort mal en point. Le Parti socialiste venait de subir une raclée d'école aux élections législatives du printemps 1993. Et cette déroute avait fait dire à Jean-Pierre Chevènement, je cite, « Michel Rocard, premier secrétaire, veut des assises pour le PS après cette déroute. » Chevènement avait dit « Les assises, c'est un peu sévère, la correctionnelle aurait pu suffire. » La série continuerait aux européennes de 1994, puis l'élection de Jacques Chirac en 1995. Nous étions réjouis à la perspective de voir les socialistes quitter le pouvoir, la queue entre les pattes, et si heureux de voir prospérer la plateforme UDF-RPR, certains disent RPR-UDF, allez savoir pourquoi, à côté de laquelle le programme du Rassemblement national d'aujourd'hui fait figure de règlement intérieur pour jardin d'enfants. Quelques mois plus tard, la droite française serait pourtant la principale responsable de l'adoption des lois de bioéthique, dont la théorie du genre, la marchandisation de l'être humain et tous les errements éthiques contemporains ne sont que des conséquences mécaniques. Le mur de Berlin était tombé 4 ans plus tôt, en même temps que des dizaines de milliers d'Allemands de l'Est qui s'étaient rués vers la RFA, on disait encore à l'époque RFA. La chute du mur avait également libéré de grandes illusions. On pensait que le libéralisme avait enfin et définitivement gagné la guerre contre le communisme. On pensait que l'histoire était terminée. C'était oublié qu'Alexandre Solzhenitsyn, Ronald Reagan et le pape Jean-Paul II, principaux artisans de la chute du mur de Berlin, n'étaient, eux, pas du tout libéraux. Et c'était oublié encore que les peuples libérés aspiraient non pas à la globalisation financière, ni au marché universel, mais tout simplement à la liberté. C'était tenir pour rien le fait que l'Europe, en ce temps-là, renouait avec la guerre et que la France, paresseusement alignée déjà sur la stratégie états-unienne,
avait accepté de bombarder son allié historique, la Serbie. Au point que les Serbes, voulant préserver la très grande statue qui est érigée en hommage à la France dans le jardin de Belgrade, avaient été voilés par les habitants de la ville pour ne pas qu'elle voie ça. Il est impossible d'ignorer le lien entre cet épisode qui a 30 ans et le conflit russo-ukrainien d'aujourd'hui. J'avais un jour reçu l'ambassadeur Orlov à Paris dans une commission d'enquête au démarrage des affaires de l'Ukraine et de la Crimée. Et je lui avais dit, est-ce que vous avez une idée de la manière dont ça va évoluer? Il me dit, cher monsieur, souvenez-vous du Kosovo. 30 années et bien des péripéties plus tard, notre pays paye l'ensemble des errements, des omissions, de toutes les paresses qui ont conduit la droite des années 90 à oublier ce qu'elle avait elle-même décidé et proposé aux Français. Et que sous la pression de la gauche morale, elle a renoncé à défendre dans le débat public. On ne compte plus ces jours-ci les mea culpa de ces grands responsables aux manettes depuis des décennies qui disent combien ils ont négligé l'ensemble des risques et menaces qui fragilisent notre pays aujourd'hui. Il y a 15 jours, c'était Gérard Larcher. Cette semaine, c'était François Fillon. On attend la suite. Aurait-il oublié que les fautes avouées ne sont qu'à moitié pardonnées et que nous avons encore entre nos mains l'autre moitié? En réalité, lorsque la France évacuait manu militari le pouvoir socialiste des affaires dans ce triptyque électoral 93, 94, 95, elle avait une chance de se remettre à l'endroit. Elle comptait alors légitimement sur sa nouvelle majorité pour le faire. Mais en oubliant ses racines, en oubliant ses alliés, et sauf exception, en passant par pertes et profits la mission particulière de la France dans le monde, les gouvernants d'alors sont passés à côté de leur mission. Notre devoir d'aujourd'hui consiste à rappeler aux gouvernants d'aujourd'hui ou à ceux qui aspirent de devenir ce qu'est cette mission. On finit toujours par s'asseoir à la table des conséquences. Il y a bien longtemps que notre pays ne s'est pas trouvé dans une telle situation de fragilité. L'État qui faisait la force de notre pays est partout défaillant. Notre diplomatie, dont on disait qu'elle était, avec celle du Vatican et des États-Unis, la plus mieux informée et parmi les plus compétentes du monde, a été détruite par des années d'alignement attentiste et le coup de grâce porté par Emmanuel Macron qui en a détruit le corps. Notre culture et notre patrimoine, historique comme industriel, ont été sacrifiés ou bradés au nom d'intérêts étrangers ou d'un prétendu devoir de fraternité avec des populations qui n'en ont cure. La France, paraît-il, patrie des droits de l'homme, n'en finit plus de faire de la personne humaine un objet marchand. Notre vieux pays chrétien subit les assauts répétés de l'islam conquérant et de ses sbires auxquels nos dirigeants ne souhaitent pas réellement s'opposer. L'État étouffe le peuple, nos adversaires nous assaillent, nos anciens amis nous humilient en public et nos concurrents nous ruinent. Tout cela encouragé par la complicité passive de nos dirigeants et l'inexplicable inertie de notre peuple. Le Vert socialiste avait entamé la pomme. Aucun vermifuge n'est venu, ni de droite ni d'ailleurs, entraver sa progression. Ce même Vert est en train d'attaquer le trognon aujourd'hui. Depuis 1995, nous avons connu 6 élections présidentielles. À chacune d'elles, il était de bon ton de dire que cette élection est cruciale, qu'elle est celle de la dernière chance, que nous sommes à la croisée des chemins. And so on, comme on dit en français. En dépit de son caractère répétitif, j'ai tout de même très envie de vous resservir le même refrain à propos de l'élection présidentielle de 2027. Ce qui est sûr, c'est que sauf événement institutionnel imprévisible, nous sortirons alors de 10 années de macronisme. 10 années dévastatrices pour notre pays, 10 années d'arrogance, de mépris, d'incompétence, d'imprudence, de lâcheté, de contradiction, de navigation à vue, bref, une catastrophe de 10 ans à jet continu. Y a-t-il raisonnablement un autre enjeu que de ne pas en prendre pour 5 ans de plus? Ce nouveau monde, cette société réformée qu'avait vendue Emmanuel Macron en 2017, se nourrit en fait de vieilles lunes. Elle met en scène, certes d'une manière plus brutale et plus puissante que naguère, de très anciennes lubies humaines, celles qui entretiennent le rêve d'une humanité débarrassée de Dieu et délivrée des contraintes de sa propre nature. Une humanité pour laquelle le vrai et le bien n'ont plus de sens, pas davantage que la réalité biologique des corps. Le rêve d'une humanité suspendue entre le ciel et la terre, en fait sans idéal et sans racines. Ce rêve d'une humanité suspendue
rend les hommes malheureux, y compris d'ailleurs ceux qui en tirent profit. Ce rêve tourne au cauchemar, une hypothétique prospérité dans l'esclavage, une paix fragile dans la peur, un confort incertain dans un entrelac inédit de contraintes. C'est ce que nous promettent les dirigeants d'aujourd'hui. Il faudra donc battre la Macronie en 2027 pour battre ce projet délétère pour les peuples et pour les personnes. Mais il faut préalablement faire trébucher ce camp politique dans les élections intermédiaires, à commencer par l'élection de juin 2024. Pour tout vous dire, mes chers amis, pour l'instant, c'est mal parti. Cela exigerait d'abord, ainsi que nous le défendons depuis des années, la constitution d'un socle commun de gouvernement partagé par tous les hommes de bonne volonté, à la fois fermes, justes et généreux. Ceci nous emmène immédiatement très loin de l'union des droites, à laquelle, vous le savez, je n'ai jamais cru, qui ne verra pas le jour. Pourquoi ? Parce que ceux qui en parlent ne la veulent pas vraiment, et ceux qui en ont le plus besoin n'en parlent jamais. Autant vous dire que nous sommes encore extrêmement loin du compte. Cela exigerait également que tous ceux qui font profession de défendre la civilisation que nous héritons acceptent de prendre en compte les fragilités humaines parce que c'est une exigence de civilisation. Comment le dire mieux que ce vieil adage selon lequel une société ne vaut que par la place et l'importance qu'elle accorde à ses membres les plus fragiles? Version politique du beaucoup plus trivial, une chaîne n'a que la solidité de son maillon le plus faible. Et pour ajouter ce que disait Edmond Michelet à ce sujet, si un seul homme est tenu en dehors de la cité, alors je ne veux pas en faire partie. Si nous ne le proclamons pas, qui le fera? Quelle serait notre cohérence si nous n'affirmions pas sans cesse et avec autant de force le devoir de respecter la dignité de la vie commençante et finissante, d'une part, et d'autre part, la dignité de la vie de tous les jours? Qui d'autre que nous est prêt à porter de telles convictions? À défendre l'enfant à naître, la personne mourante, le détenu et le toxicomane. Il est naturel pour nous de nous battre contre la légalisation de l'euthanasie et contre le caractère indigne des conditions de détention dans les prisons françaises ou pour un dialogue social équilibré et des conditions de travail plus dignes pour tous. Même si toutes ces questions ne sont pas de la même portée, elles procèdent du même principe. Cela exigerait enfin que les conditions de possibilité de la vie sociale soient reconnues comme des sujets prioritaires de campagne. Nous avons, depuis le premier quinquennat Macron, et particulièrement depuis la crise du Covid, engagé beaucoup d'énergie et de temps à alerter nos concitoyens et à saisir les plus hautes instances judiciaires de notre pays au sujet des menaces qui pèsent sur nos libertés. Ce point, évidemment, est essentiel. Il gouverne tous les aspects de notre vie politique et sociale, jusqu'à notre capacité de continuer à vivre en société. Si nos libertés s'estompent, à quoi servent les politiques publiques si efficaces et pertinentes soient-elles? Comment considérer que le droit de fonder une famille, de choisir les modalités d'éducation des enfants ou l'établissement de son domicile peuvent être des droits concrets et garantis lorsque la propriété privée elle-même, c'est-à-dire la condition d'exercice de ces libertés, est menacée par les petits hommes verts et leurs amis? À quoi sert un recours accru au référendum si la liberté d'expression est muselée? Comment vivre heureux dans la société de surveillance généralisée que les orientations de Bruxelles nous font avaler au compte-gouttes dans l'indifférence générale? Faudra-t-il un jour renvoyer M. Breton à ses chères études, lui qui n'a de cesse que de vouloir censurer les réseaux sociaux qui sont, pour nous en tout cas, quasiment le dernier lieu possible de notre expression? Ainsi, mes amis, l'esprit de rassemblement, la prise en compte des fragilités humaines et la défense des libertés sont à la fois les principales urgences politiques du temps, tout autant que des éléments constitutifs de notre ADN politique et donc de notre mission. Ils écrivent notre feuille de route pour les temps qui viennent, c'est-à-dire l'intégralité des scrutins entre aujourd'hui et 2027. Il sera évidemment nécessaire de consacrer le temps qu'il faut aux élections municipales de 2026. Vous avez d'ailleurs entendu la manière dont nous entendons nous y préparer dès maintenant. En attendant, ce qui nous attend, c'est l'élection européenne du mois de juin prochain. Nous le faisons prioritairement dans le respect des accords que nous avons passés
avec Reconquête et l'Alliance des conservateurs. Mais au moment où nous parlons, rien ne nous permet d'affirmer que ces accords nous garantissent d'être entendus, tant en termes de thématiques de campagne qu'en termes de place sur la liste que Marion Maréchal est en train de conduire. Nous avons fait connaître notre double volonté. D'abord que VIA soit présent par le biais d'un de ses membres au moins au cours du prochain mandat européen. Ensuite que les 3 sujets mentionnés plus haut, l'union et le rassemblement, la fragilité sociale et la défense des libertés, que nous considérons comme des urgences de premier rang, figurent comme des priorités politiques de la prochaine campagne européenne. Je le répète, notre état d'esprit est le respect des conventions signées. Pacta sunt servanda, disaient les latins, on doit respecter les traités. Mais je l'annonce tout aussi clairement, quelle que soit la forme que cela devra prendre, nous serons présents et actifs au sein de cette future campagne européenne. Nous sommes en train de préparer tout ce qui est nécessaire à mobiliser l'opinion publique sur les questions qui nous sont chères, ce dès la semaine prochaine. Nous ne romprons pas les accords que nous avons signés. Nous respecterons notre parole et notre signature, c'est notre seule richesse. Et comme disait mon père, l'honneur, c'est comme les allumettes, ça ne s'use qu'une fois. Mais si nos partenaires ne sont pas le moment venu dans le même état d'esprit, c'est-à-dire que ne seraient pas capables ni susceptibles de respecter ces engagements, alors nous devons être capables d'accomplir notre mission sans eux. Préparer cette éventualité est notre devoir. Tout ce que nous avons porté depuis 22 ans demeure malheureusement d'une criante et urgente actualité, comme le montrent nos statuts, le projet présidentiel porté par Christine en 2002, les différentes plateformes législatives que nous avons écrites depuis cette date et le projet que j'ai eu l'honneur de porter en 2016 pour la campagne des primaires. Malheureusement pour la France, nous n'avons pas beaucoup d'autre chose à faire que répéter sans cesse, patiemment et imparfaitement certes, mais fermement, ce que sont les plus belles raisons de notre engagement politique. Je ne peux promettre à personne que cela nous garantira la victoire. Mais du moins, nous aurons travaillé au service de ce que nous croyons vrai et juste, de ce qu'attendent nos soutiens et plus largement les Français, et il me plaît de m'en réjouir, probablement davantage les jeunes générations que les plus anciennes. Les tyrannies s'installent dans le silence de leurs opposants. Nous ne nous tairons pas. La seule chose nécessaire au triomphe du mal, disait Edmund Burke, est l'inertie des gens de bien. Imaginons que nous soyons des gens de bien, seulement pendant quelques instants, dussent notre modestie en souffrir. Ces instants, si brefs soient-ils, suffisent amplement à désigner notre principal ennemi, la résignation. Alors, non pas en marche, mais en avant, et vive la France. Merci à tous.